Fidèle au poste, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour la rétrospective de la semaine. Vous le savez, cette semaine a été marquée par ce qui s'est passé à Bunia, en Ituri, dans d'autres territoires de l'Ituri. Et pour cela, j'ai le réel plaisir de recevoir quelqu'un de là. Il est élu de la ville de Bunia. Avec Gratien de Saint-Nicolas Irachan, nous allons décortiquer l'actualité pour en tirer vraiment le substrat pour cette semaine. Très heureuse de vous retrouver, Irachan. Je préfère vous appeler Irachan. J'aime bien ce nom. Merci bien. Merci beaucoup. Vous êtes élu de la ville de Bunia. Oui, je suis élu de la ville de Bunia. De l'Ituri. Oui, province de l'Ituri. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que les images que nous avons vues, c'est atroce. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est la première fois que je vois des têtes aussi coupées de ma vie. Qu'est-ce qui se passe en Ituri? Ce qui se passe, c'est la faiblesse de l'État congolais, tout simplement. Donc, l'autorité de l'État est affaiblie. Je dirais que cette autorité n'existe plus. Et même si on fait semblant, on ne veut pas les dire clairement, mais c'est l'autorité de l'État. Et donc les gens en profitent pour faire des règlements des comptes, pour revendiquer certaines choses qui ne pouvaient pas se faire. Bon voilà, donc tout le monde en profite. Et c'est le chaos, c'est l'anarchie pratiquement. Mais nous avons vu, vous êtes de Bunia, vous avez vu ces rebelles de, comment ils s'appellent, Codeco, qui sont entrés tout calmement dans la ville de Bunia. Ils sont arrivés jusqu'à la prison. Ils ont parlé avec certaines autorités, surtout de l'armée, et tout bonnement, ils sont rentrés. Voilà, tout ça, c'est la faiblesse de l'État? Oui, c'est la faiblesse de l'État. Où est-ce que vous avez vu au monde un groupe qui a donné la mort, qui a tué sauvagement des gens, des innocents, et après ils viennent dans une ville, ils sont escortés par la police, par l'armée, ils viennent jusqu'au site, au lieu de leurs revendications, et par après on leur donne des moyens pour retourner là où ils sont cantonnés, et voilà, donc nous on dit c'est l'entrée triomphale. En fait c'est vraiment un scandale d'État ce qui se passe. Donc un groupe de gens, des criminels qui donnent la mort, et par après, on les accueille, les forces de sécurité les accompagnent, ils entrent en ville pour réclamer, et après on leur donne des cadeaux et ils rentrent, on les met même dans les véhicules parce qu'ils sont venus à pied, on les met dans un véhicule, dans 3 camions de militaires et puis on les retourne bonnement. Donc ce sont des choses qui ne devraient jamais se faire voir dans le monde. Sur la toile, j'ai posté beaucoup par rapport, ça fait 2 jours que je poste, mais beaucoup disent, faute à Abinomo, c'est de votre faute, vous les fils de l'Ituri. Les fils de l'Ituri savent qui sont ces Codeco. Ils se mêlent dans la masse, dans la foule, et vous ne voulez pas les dénoncer. Si par exemple, Irachan, ton neveu est de la Codeco, est-ce que vous allez le dénoncer? Mais on a toujours dénoncé. Même les proches familles de ces Codeco, de ces membres-là, ils ont toujours dénoncé. Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est la faiblesse de l'État. On peut bien arrêter les gens, mais quand on ne veut pas les mettre en justice, quand on ne veut pas les mettre en prison, les sécuriser en prison. Mais il y a toute une délégation au gouvernement, parlement, commission parlementaire qui est là-bas. Ça, c'est suite à notre... Ouais, nous avons fait. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous avez des nouvelles de là-bas? Comment ça se passe? Ils ont fait leur travail et nous attendons les comptes rendus. Mais la population de l'Ituri, la ville de Bunia, on a exigé unanimement que l'État congolais, que le président de la République puisse relever toutes ces autorités, à commencer par les gouverneurs et sa suite, les généraux. C'est M. Bamanissa? Oui, je n'aime pas citer son nom parce qu'il fait vraiment des dégâts. Donc, nous, on a voulu qu'on les relève de sa fonction et sa suite. Et les généraux militaires qui sont là, ils sont près de 6 ou 7, je ne sais pas, il faut qu'ils quittent l'Ituri. Et il y a les généraux de la police, mais aussi les directeurs provinciaux de l'ANER, de DGM, ainsi que des DEMIAP et d'autres. Tous, ils doivent quitter les maires de la ville. Ils sont complices selon vous ou ils font mal leur travail non, en fait? Pour nous, c'est le scandale d'État. C'est une complicité flagrante. Parce que quand ils accompagnent les gens qui tuent, et après, ils vont encore les raccompagner en dehors de la ville de Bunia, dans leurs véhicules. Ils leur donnent même des moyens. Non, ce sont des scandales d'État. Et nous, on veut que l'image du président ne soit pas ternie. Donc, si le président est avec la population, le président doit relever tous ces gens-là, toutes ces autorités,
mais aussi le commandement militaire et de la police. Et si le chef de l'État est contre la population, il veut appuyer les ennemis de la population, alors il n'a qu'à les garder et en tirer toutes les conséquences. Nous allons prendre d'ailleurs le tout premier thème, mesdames et messieurs, nous allons prendre l'éducation. Vous le savez, cette semaine, c'était les débuts des examens d'État. Le ministre a été dans le Grand Katanga, nous l'avons suivi. Et je vais d'ailleurs poser cette question à Irachen, parce que ce que beaucoup disent, ces ministres ne se rendent que dans les Katanga. Tu as évité pourquoi? Parce que même le chef de l'État a dit cela lors de la dernière réunion du gouvernement et la matinée scientifique à l'IFASIC. C'est au complexe scolaire Bellevue à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, a donné le coup d'envoi de cette session ordinaire de l'ex-État. Ici, le décor est bel et bien planté. Tout commence par le prélèvement de la température et le lavage de mains avant d'accéder dans la salle. Les items seront ensuite distribués aux finalistes pour l'examen proprement dit. Willy Bakonga n'a pas manqué de mots justes pour encourager ses élèves finalistes à faire preuve de responsabilité. C'est ça qui va vous aider à accéder à des postes importants demain. Mais il faut préparer ça maintenant. En croire le ministre de l'EPST, la tenue de cette grande session est un pari gagné dans la mesure où son secteur a frôlé de justesse une année blanche suite à la pandémie de Covid-19 qui a secoué le pays. Avant de clore sa visite, Willy Bakonga a sensibilisé les finalistes au strict respect des mesures barrières qu'exige le contexte sanitaire actuel. Ce avant de souhaiter plein succès à tous les finalistes, particulièrement à 60 000 finalistes qui comptent les Haut-Katanga. À Kinshasa, c'est le vice-ministre de l'EPST qui a donné le go de cette session ordinaire au lycée Kabombar avant d'effectuer la descente dans certains centres. IFASIC, salle professeur Kitima, ce cadre a servi ces jours d'une matinée scientifique centrée sur la publicité par l'affichage. Après le mot d'ouverture du professeur Jean-Chrétien Ekambo, directeur de centre de recherche en communication de l'IFASIC, plusieurs intervenants ont fait les tours afin d'exposer sur diverses matières concernant la publicité et l'affichage. Faisant partie des orateurs, Jésus Noël Cheke a, au sortir de ces colloques, exprimé sa satisfaction. C'était d'abord important pour nous de présenter non seulement aux praticiens, mais également aux apprenants, les étudiants, les cadres légaux et juridiques qui régit les secteurs de la publicité dans la ville de Kinshasa, mais également partager avec eux les quotidiens de la gestion de la publicité dans cette ville. Il était important pour nous de présenter à ces apprenants les cadres dans lesquels tout ceci est géré. Le directeur général adjoint de la direction générale des publicités extérieures de Kinshasa en a également profité pour annoncer une campagne de recouvrement qui sera incessamment lancée par son institution. Cette campagne va consister d'abord à la sensibilisation. Avant de parler recouvrement, nous voulons mettre un accent sur la sensibilisation parce que vous savez que Kinshasa c'est une très grande ville. Il y a aujourd'hui des commerces qui pilulent partout. Il y a des devantures qui sont concernées par la taxation de la publicité extérieure. Nous pensons qu'il faut aller mollo d'abord avec la sensibilisation parce qu'il y a des opérateurs de bonne foi qui n'ont simplement pas de l'information. Il faut d'abord commencer par leur apporter de l'information et par la suite on va entamer la deuxième phase qui sera un peu plus coriace parce qu'il s'agirait en ces moments-là du recouvrement forcé avec tous les moyens de contraintes possibles. Ce forum a été en outre une occasion d'apprentissage favorable pour les étudiants œuvrant dans ces secteurs publicitaires et d'affichage. Irachan, on a appris la semaine dernière qu'il y a eu viol des élèves en Ituri. C'était en Ituri, si je ne me trompe pas. Non, ce n'était pas en Ituri. C'était dans les Haut-Ouélé. Dans les Haut-Ouélé, mais c'est toujours la province orientale, l'ex-grande province orientale. Oui, la grande province orientale, effectivement. Vous avez des nouvelles? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, en fait, je ne sais pas si vous avez été informé, mais la vraie information est qu'il n'y a pas eu viol. Il n'y a pas eu viol. C'était une fausse information qui a circulé, mais en tout cas, après vérification, il n'y a pas eu viol. Et même les prêtres lui-même, qui était comme la source de l'information, s'est excusé pour dire qu'il n'y avait pas eu viol. Ok. Ouais. Mais on reproche souvent, même, je l'ai dit tout à l'heure, même lors du Conseil des ministres, que beaucoup de ministres ne se rendent qu'au Grand Katanga.
Ituri, est-ce qu'il y a un ministre de l'EPSP ou quoi qui est venu, ou il y a d'autres ministres qui se rendent aussi là-bas chez vous? Bon, les problèmes, c'est plus voir, mais est-ce que les ministres, quand ils se rendent, je ne sais pas, au Nord Katanga, je ne sais pas, au Kasaï, mais qu'est-ce qu'il va faire? Quelles sont les retombées? Parce qu'on ne doit pas s'improviser, on va au Katanga, au Nord Katanga, pour juste lancer l'examen d'État. Quelles sont les retombées? Ou bien ce sont des gaspillages inutiles? Ou c'est ce qu'on appelle en français exhibitionnisme politique. Parce que nos politiciens congolais, ils aiment toujours se faire voir. Parce qu'il faut voir quelle est la pertinence de cette visite au Nord Katanga. On ne peut pas quitter Kinshasa, on va au Nord Katanga juste pour lancer de l'examen d'État. Donc, c'est aussi je le trouve que Congo. c'est aussi le Congo. Kinshasa n'est pas le Congo, hein, Irachani. Kinshasa Évidemment. Pas le Congo, donc il peut le faire n'importe où. Évidemment. Mais le problème est que il se focalise que dans les Grands Katanga. Le ministre pouvait se rendre à Bunia chez toi pour donner le go de l'Assemblée des examens d'État. On ne refuse pas que les ministres aillent à province. Mais faites les calculs. Les ministres, quand ils quittent Kinshasa, il va aller à province et il va revenir, ça va coûter combien? Il faut faire les calculs. Toutes ces dépenses-là, ces voyages qu'il va effectuer, ce n'est pas moins de 50 000 $ qu'il va gaspiller parce qu'il va aussi distribuer de l'argent. Il y a beaucoup de choses qu'il va faire. Il va aller avec un groupe de gens. C'est pas moins de 50 000 $. Et vous connaissez le contexte actuel de Covid. Donc, les gouvernements, l'État congolais n'a pas d'argent. Mais si on prend cet argent qu'il utilise pour aller voyager, pour juste aller donner les go des examens d'État, on pouvait utiliser pour faire autre chose. Vous savez qu'on a un problème avec les NI et tout le monde, tout ça. Donc, il y a l'essentiel à faire au bureau. Mais il ne faut pas fuir les bureaux parce que juste vous voulez vous faire montrer. Moi, je suis contre tel genre de visite sur le terrain. Donc, vraiment, c'est un gaspillage, c'est une dépense inutile. Dépense inutile. Irachon, cela me pousse à vous poser cette question. Est-ce que vous êtes vraiment pour le fédéralisme? Parce qu'aujourd'hui, le débat est réouvert par rapport à cela. Parce qu'on s'est dit, les dépenses du gouvernement central, vous l'avez si bien dit, de là jusque-là, c'est au moins 50 000 $. Et pourtant, à Bunia, il y a un ministre de l'EPST. Exactement. Alors pourquoi ne pas donner les moyens, voilà, les provinciaux qui existent, pourquoi ne pas donner les moyens à ces ministres pour faire tout ça? Bon, les gens parlent de fédéralisme, c'est bien. Vous êtes pour ou contre? Mais moi, je ne suis pas, pour le moment, je préfère être clair. On ne peut pas passer au fédéralisme quand on n'a pas si géré la décentralisation. La décentralisation. Donc, nous sommes face à un régime, normalement, on devrait respecter la décentralisation. Mais on ne sait pas respecter la décentralisation. Maintenant, il faut aller au fédéralisme. Est-ce que ça va marcher? Vous savez, les fameux 40% des recettes, on ne l'a jamais réclamé. On n'a jamais respecté jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui montre que quand on aura le fédéralisme, on va tout gérer comme il faut? En fait, le problème n'est pas le fédéralisme, le problème n'est pas ce que nous pensons. Le vrai problème, c'est que nous ne respectons pas les textes, de la République, tout simplement. Si nous respections la loi, en tout cas, on allait avancer. Même avec les 40% des recettes. Vous savez que les gouverneurs, ils ont vraiment un pouvoir. Même avec les 40% des recettes, des rétrocessions, si on respectait rien que ces 40%, en tout cas, toutes les provinces seraient vraiment évoluées. Donc, le vrai problème, c'est on est en train de fuir nos responsabilités. On persiste dans des fraudes, dans des trafics d'influence, dans des tracasseries financières. Voilà, c'est ça le vrai problème. Irachan, quand on dit Ituri, quand on dit Bunia, quelles sont les richesses? Vendez un peu l'Ituri. Non, qu'est-ce qu'il y a là-bas? En Ituri, c'est plus... bon, il y a les richesses... Il y a la forêt? Il y a la forêt qui existe, les richesses naturelles comme la forêt. Il y a les lacs où nous produisons beaucoup de poissons, malheureusement qui ne viennent pas jusqu'à Kinshasa, parce qu'on a un problème de route et d'avion, de fret. Nous avons l'or. Ça, c'est les principales minéraux. C'est l'or pratiquement. Et quelles sont les grandes sociétés qui sont là-bas? C'est la société... comme on appelle le Sokimo, donc société de Kilomoto. Ah, le Kilomoto actuellement, exactement, maintenant qui a donné naissance à un truc là qui n'est pas correct, qu'on appelle MGM, donc qui travaille là. Beaucoup de Chinois, et des Chinois, mais c'est plus l'exploitation en désordre, anarchique qui dit cela. C'est parce qu'ils ont de grosses machines, mais il y a aussi les artisanaux qui sont là. Mais il y a des Chinois qui font vraiment de n'importe quoi, des exploitations anarchiques sur place. Et souvent, ils ont les documents qui viennent de Kinshasa. Donc, tous les pillages que nous connaissons dans les pays sont bien organisés à partir de Kinshasa. Nous avons par exemple des postes douaniers qui devraient rapporter plus de 10 millions de dollars chaque mois pour Kinshasa, pour les pays, donc pour le gouvernement central. Mais malheureusement, vous trouvez que tous ces postes douaniers sont gérés par des exonérations.
Et tout ça, c'est signé au niveau de Kinshasa. Donc, quand vous voyez les problèmes du pays, on est pillé volontairement, tout simplement. Donc, les problèmes, ce n'est pas les systèmes, mais c'est un groupe de gens qui sont là pour piller volontairement les pays. Et donc voilà. À part la Codeco, mais je voudrais aussi dire que l'Ituri, c'est une région, c'est une zone agro-pastorale. Donc c'est une province vraiment à vocation agro-pastorale. Pommes de terre, haricots, tous les produits. Mais ça n'arrive pas à Kinshasa. Ça n'arrive pas. Dans les temps, ça venait jusqu'ici, mais maintenant, ça n'arrive plus pour raison des routes qui n'existaient plus. Et on a beaucoup de viande. Voilà. Vous êtes frontalier avec quel pays? Avec l'Ouganda. Avec l'Ouganda. Donc on nous dit que, si c'est vrai, j'aimerais bien voir... À l'est, c'est l'Ouganda. Au nord, c'est le Soudan. C'est le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan. Ouais, voilà, donc c'est l'affaire Bororo aussi par rapport à... Bororo, oui. C'est toujours d'actualité là. Exactement. Nous sommes en frontière avec le Haut-Touélé. Et le Haut-Touélé, c'est l'affaire Bororo. Parce que les Bororo, maintenant, ils quittent les Bas-Ouélé, ils vont vers le Haut-Touélé et une partie en Ituri. Voilà. Et là aussi, c'est un dossier sécuritaire sur lequel le gouvernement ne sait pas donner de réponse. Donc, vous voyez, le pays est tellement dans un imbroglio, dans un cercle. Est-ce que l'économie de Bunia est tournée vers l'Ouganda? Est-ce que vous consommez l'argent ou la monnaie ougandaise? Vers la frontière, oui. Donc, quand vous prenez la frontière congolaise, c'est ça? Oui, c'est le shilling, ouais. Quand vous prenez la frontière, presque la monnaie de l'Ouganda a l'influence presque à 30-40 km de l'Ouganda, donc à l'intérieur du Congo. À l'intérieur de la RDC. 40 km, et par après, bon, c'est le franc qui prend. Mais les francs fonctionnent aussi au niveau de la frontière, et même les dollars qui passent partout, bien sûr. Voilà, nous sommes d'ici là, donc, ce mardi. Rentrée parlementaire. Est-ce que Irachan est allé à Bunia? C'est vrai qu'il y a eu la Covid, c'est vrai. Mais quelles sont les préoccupations premières de votre électorat de Bunia? Qu'est-ce que vous allez dire à l'Assemblée nationale? Je suis allé à Bunia, mais je fais juste des jours. Parce que je suis en train de travailler aussi au niveau national, parce que je coordonne une structure qu'on appelle C26. Donc, c'est le caucus qui regroupe 26 députés qui représentent les 26 provinces. Donc, je travaille plus pour toutes les provinces de la RDC. Et non seulement pour l'Ituri. Et nous sommes en train de travailler avec le gouvernement congolais, mais aussi avec la présidence de la République, en commençant par l'Assemblée nationale, pour essayer de voir un peu les sociales. Quels sont les grands problèmes de l'Ituri, à part l'insécurité, à part... C'est les problèmes de l'infrastructure. À part l'insécurité, c'est l'infrastructure, les routes, qui ne sont pas vraiment bien entretenues, qui sont vraiment à très mauvais état. Nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler de la conférence du professeur Raphaël Nyabirungu qui a soulevé un tollé. Vous le savez, il y a eu des réactions de part et d'autre. Et parmi une de ces réactions, eh bien, le professeur Mbata. Nous allons suivre cela avec beaucoup plus de détails. Dans un premier temps, Raphaël Nyabirungu va relever plus ou moins 9 articles de la Constitution qui, selon lui, ont été violés par les ordonnances du 17 juillet 2020 du chef de l'État. Il s'agit des articles 1er, 12, 79, 82, 91, 150, 152 et 158 de la Constitution. Par les ordonnances du 17 juillet 2020, l'état de droit chancelle et devient même introuvable. Les enjeux de cette dérive ont une explication. Exercez le pouvoir plus que la Constitution ne vous en donne. D'où la violation de toutes les règles qui garantissent l'équilibre des pouvoirs entre le président de la République et le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Ce doyen honoraire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa a ensuite abordé la problématique des enjeux d'une telle violation de la Constitution par ces ordonnances, avant de proposer des pistes de solution de ce qu'il qualifie de crise constitutionnelle et politique au pays. Pour ce faire, ce spécialiste du droit pénal suggère le rapport par le président de la République de ces ordonnances, mais aussi le dialogue. La solution des crises en RDC doit passer par un dialogue entre coalisés, quel que soit le problème à résoudre. Si cela n'est pas inscrit dans l'accord, il est temps d'amender cet accord dans ce sens. Bien avant, Raphaël Nyabirungu, avocat près la Cour de cassation et le Conseil d'État avaient mis en garde tous ceux qui, je cite, veulent s'arroger le monopole de la parole en matière de la Constitution, estimant que celle-ci, avant d'être une affaire des spécialistes, est avant tout une affaire des citoyens.
Le corps humain, c'est un peu comme le cerveau. Le cerveau fait partie du corps. Il y a un moment où vous êtes fécond et un autre moment où vous atteignez la ménopause intellectuelle. Et je crois que quand on est retraité, on a un peu atteint la ménopause. On est un peu ménopausé intellectuellement. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas possible. Sur base de quelle Les profs d'Abirungu seraient ménopausés, si je vous comprends bien. Non, je suis en train de vous dire, vous le savez bien, qu'on atteint la ménopause même au niveau du cerveau. Le cerveau ne produit rien. Et puis quand on est retraité, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut se reposer. Quand on est retraité. Si pendant toute votre carrière, vous n'avez jamais enseigné le droit constitutionnel, vous êtes un grand dans votre domaine, en droit pénal, et on reconnaît, on retiendra l'histoire de ce pays, qu'est-ce qu'il retiendra? Que celui que vous citez, c'est lui qui a déclassé Jean-Pierre Bemba. Et oui, Jean-Pierre Bemba est devenu celui qui est parti. Je n'entre pas, vous allez me dire c'est le droit pénal. Subornation des témoins égale corruption. Il a fait condamner, il a rendu Jean-Pierre Bemba inéligible. Je sais ce que les militants et le combattant du MLC ressentent. Parce que si Jean-Pierre Bemba est devenu inéligible, c'est à cause de cette opinion-là. Mais ça ne tiendra pas. Si vous avez réussi à faire déclasser Jean-Pierre Bemba, vous ne réussirez pas à faire destituer le président Félix Tshisekedi ou aucun autre président par le Parlement. Vous ne réussirez pas, autant rester dans la retraite. Donc si pendant votre carrière, vous êtes connu comme un grand pénaliste, mais vous n'avez jamais publié des grands articles en droit de constitutionnel, vous n'avez jamais enseigné le droit constitutionnel, ce n'est pas pendant que vous êtes retraité que vous devenez enseignant de droit constitutionnel. Et je crois que vous savez, la retraite, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand vous êtes retraité, vous risquez de faire la science du ventre, vous songez à vos beaux jours. Nous serions toujours retraités. Vous pensez à comment meubler vos beaux jours, comment meubler son temps, parce qu'on ne peut plus produire, on est devenu un peu ménopausé intellectuellement. Bon, je dis non, ce n'est pas possible. Oui, le Parlement ne peut pas. Erachan, deux juristes, deux versions croisées pour une même problématique. Pour vous, qui a raison, qui a tort dans cette discussion de destitution, de violation de constitution, de destitution de chef de l'État et tout ça? Mais il faut se poser les problèmes. Qu'est-ce que les gens cherchent? Qu'est-ce que les Congolais cherchent, tout simplement? Vous n'allez pas trouver des réponses. En fait, nous sommes face à une situation où chacun veut avoir le pouvoir avec lui. Et ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Nous avons eu des élections avec le contexte que nous connaissons. Mais maintenant, il faut voir plus le développement. Mais les gens cherchent. Chacun veut bousculer l'autre pour régner. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on devrait le faire. Pourtant, ils sont en coalition. Oui, évidemment, c'est ça. Mais on a l'impression que c'est un mariage où les gens se bousculent entre eux. Personne ne veut accepter l'autre et chacun veut passer pour l'ange. Et c'est ça le vrai problème. Mais il faut voir aussi l'aspect politique avec les droits. On dit toujours quand la politique entre par la porte, les droits s'enfuient par la fenêtre. Parce que vous savez, quand les politiciens doivent travailler, les droits n'ont aucune influence dans la politique. Et vous savez, quand les droits est en train d'être appliqués, il y a ce qu'on appelle jurisprudence. Donc vous n'allez jamais trouver là où les droits, c'est comme la mathématique ou comme les calculs 1 plus 1 égale 2. Ça n'existe pas en droit. Donc, les droits s'adaptent à des contextes. Et donc, souvent, les droits accompagnent et sont utilisés par la politique. Voilà. Vous avez soulevé un terme, la jurisprudence. Ces derniers temps, il n'y avait que ça. Il n'y avait que exactement. Donc, c'est une façon... D'ailleurs, le prof Mbata l'a soulevé. Il a parlé de l'époque de la subornation des témoins qui a conduit à l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, comme vous l'avez dit, qui a tort, qui a raison. Chacun donc tire la couverture. Donc, ça veut dire que c'est un faux débat, tout simplement. Ce débat ne peut pas aboutir. Le vrai problème, c'est prendre conscience et avoir la volonté pour pouvoir aller de l'avant avec la gestion du pays. C'est ça le vrai débat. Oui, il faut voir les sociales plutôt du peuple congolais. Il faut voir la situation qui ne marche pas sur le terrain. Mais quand on se bat, quand vous voyez tout ce qui se passe au Congo, dira cette année, ce sont des batailles autour du pouvoir. Chacun veut se positionner. Mais on oublie le peuple. Et la conséquence, vous voyez, le niveau social de la population se dégrade tous les jours. Et ce n'est pas comme ça qu'on devrait gérer. Les morts en cascade. Et on oublie qu'il y a insécurité dans les pays. On oublie le social, qu'il y a des enseignants NU. On oublie qu'il y a des médecins qui ne sont pas primés. On oublie qu'on ne construit pas les centres de santé. On oublie que les écoles ne sont pas construites. Il y a même des viols aujourd'hui. On oublie qu'il n'y a plus de routes. Parce que tout simplement, on axe tous les efforts pour se bousculer. Donc chacun veut noyer l'autre pour paraître mieux. C'est là où se trouve la manne.
c'est là où se trouve l'argent. Aujourd'hui, c'est la C'est- réalité. oui, et- Vous, les députés, vous êtes mieux payés que n'importe qui. Ne nous voilons pas la face. Bon, Richard. Vous touchez peut-être 10 fois, 15 fois mieux qu'un pauvre fonctionnaire. Alors tout Oui. le monde voudrait bien entrer en politique pour avoir aussi cette manne Oui. de la RDC. Bon, c'est ce que les gens disent, hein, parce que même pour les salaires des députés, bon, ce sont des sujets un peu toujours des compliqués. mythes. Parce que non, ce Vous- n'est pas des mythes. Vous, parce vous que n'aimez pas en parler. Non, Quand non, il s'agit non, d'argent, non, il n'y a non. plus FCC, il n'y a plus cash, il n'y a Non, plus mais la les vrais Mouka, problèmes, tout le monde, les vrais problèmes, toujours, moi, je ne cache pas les choses. Quand vous avez un député qui touche 6 250 $ au taux de 920, ça vous fait moins de 3 000 $ chaque mois. Et quand vous voyez les besoins auxquels ces députés ou cet élu est soumis, tous les besoins auxquels il est confronté, franchement, c'est pas du tout facile. agréable. Donc ça veut dire que la défaillance de l'État congolais, qui fait en sorte que les social du peuple se dégradent, se rabattent maintenant sur les députés. Donc dans votre base là-bas, quand quelqu'un n'a pas d'argent pour aller aux soins, il voit les députés. Quand il va enterrer, il voit les députés. Quand il doit organiser une fête, il voit les députés. Quand il est malade, il voit les députés. Or, vous aussi, vous ne pouvez pas pallier à la défaillance de l'État. Donc finalement, les députés lui-même souffrent. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, ici, il y a des députés qui viennent par moto, par taxi. Vous n'allez pas croire ça. Il y a des députés qui n'ont plus de garde, ils n'ont plus ils s'habillent mal parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus des gens qui travaillent dans leur maison. Donc, en fait, ça, c'est un faux débat. Le vrai problème, c'est quand on gère un pays avec des fraudes fiscales, avec des coulages de recettes de tous les niveaux, on en arrive là. À un moment donné, même les députés commencent à ne pas être payés comme il faut. Donc la crise va ronger, vous avez vu la crise sociale qui règne maintenant, et à un moment donné, même les grandes personnes vont commencer à être affectées. Je ne sais pas si vous avez appris que même les ministères commencent à manquer de freins de fonctionnement. Les députés, maintenant, on commence à les payer avec décalage. Au niveau, les députés provinciaux ne sont plus payés, ça fait 10 mois. À un moment donné, ça va atteindre, nous on était en réunion avant, il y a 3 jours avec les chefs de l'État, et j'ai dit, il nous dit, mais lui-même, il n'a pas les freins de fonctionnement, ça fait 6 mois. Vous voyez, donc ça va atteindre les hauts sommets de l'État, et finalement, ça va être la révolte. Ce qui n'est pas une bonne chose. Donc les politiciens congolais devraient avoir au moins la bonne volonté de pouvoir travailler, la volonté politique de pouvoir travailler pour le peuple congolais. Un autre dialogue, comme l'a suggéré. Le dialogue, ce n'est pas la solution, parce que le dialogue, ça va être une solution pour se partager les pouvoirs. Donc, les gens qui se sentent bousculés, ils vont chercher maintenant à avoir des postes. Donc, ce n'est pas la solution. Là, ce n'est pas le problème. D'ici mardi, c'est la rentrée parlementaire, je le redis, et nous avons suivi une vidéo sur le net où un monsieur menacerait, il a même tenu de propos très insultants vers Janine Mabunda et tout ça. Et vous vous plaignez à l'époque de l'insécurité qui régnait au sein de votre institution, la violation de votre institution. Est-ce que vous avez déjà pris des dispositions pour cette nouvelle rentrée parlementaire le 15 ici mardi? Bon, il faut d'abord commencer par condamner ce que ces jeunes ont fait à l'égard de notre présidente honorable Janine Mabunda. On lui a manqué de respect. Et nous condamnons ça fermement. Et nous sommes en train d'attendre qu'il y ait des enquêtes, que la justice puisse se saisir de ces dossiers-là. Parce qu'on ne peut pas trouver des gens... Parce que l'Assemblée nationale, c'est une grande institution. Et nous, unanimement, tous les 500 députés, des 499 députés, soutiennent honorable Janine Mabunda dans cette épreuve qu'elle vient de vivre. Et nous lui apportons notre réconfort. Franchement, on ne peut pas manquer de respect pour nos mamans comme ça. Nous avons condamné ça. Et même si c'était les hommes, en tout cas, on ne peut pas manquer de respect pour un humain de telle façon-là. Donc la politique ne doit pas être une politique d'injure, une politique d'attaque personnelle, mais ça doit être une politique qui respecte la personnalité. Nous sommes dans une obédience, dans plusieurs obédiences politiques, mais il faut qu'on respecte chacun dans sa conviction politique. Si j'ai choisi Cash, si j'ai choisi FCC, j'ai choisi la Mouka, on me respecte. Mais pourquoi il faut qu'on m'insulte, qu'on entête à ma vie parce que je suis du FCC ou je suis de Cash? Je pense qu'on doit grandir politiquement pour ne pas faire ça. On a sécurisé le site a été sécurisé pour mardi? Bon, c'est le palais du peuple. Et nous avons toujours des policiers avec nous. Mais le problème, c'est plus appeler la population à pouvoir comprendre que nous sommes face à une situation qui exige la conscience de tout et chacun. On ne peut pas travailler sans Assemblée nationale. Mais nous reconnaissons que nous ne remplaçons pas la population. D'ailleurs, moi, je suis de la Mouka. On a toujours fait appel à la population parce que nous, on est moins de 100 dans la salle. Et si on pense que nous, on ne peut pas bien faire, nous allons faire appel à la population. Mais tout ça, ça doit se passer dans le respect de la loi. Donc, ce n'est pas en faisant les désordres
pratiquement qu'on va arranger ces pays-là. Il faut qu'on respecte les institutions, mais il faut aussi que les institutions soient aussi exemplaires pour ne pas aussi ridiculiser ou chercher à attaquer la population. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui meurent par irresponsabilité politique, tout simplement. La présidentielle, ça s'invite déjà, 2023 c'est dans quelques années, mais on commence déjà à en parler. Vous le savez, tout le monde est focus 2023 et d'ailleurs déjà on se lève pour parler de la présidentielle d'une façon indirecte, que ce soit les grands électeurs qui puissent voter le président de la République. Notre rédaction a réfléchi par rapport à ces sujets et nous allons parler aussi de la réunion de sécurité. Nous vous donnons le compte-rendu. À l'intention des opérateurs téléphoniques et les procureurs présents à cette réunion, le général Kassongo a insisté sur la mise sur pied d'un service de call center et l'alerte police. Le procureur, quant à lui, a souhaité qu'il soit désormais informé de toutes les opérations de transfert des prévenus pour le suivi en même temps qu'il s'est engagé à collaborer avec la police nationale congolaise pour l'élaboration des dossiers de justice fiables. Le directeur général de RTL a, au nom de ses collègues, donné sa garantie de coopérer conformément aux procédures légales en vigueur. Enfin, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, a proposé la mise en place d'une commission ad hoc qui devra siéger en urgence dès ce vendredi 11 septembre sous la supervision des ministres provinciaux de l'Intérieur et Transport avec la participation de la police nationale congolaise et les autres experts de l'autorité de régulation des télécommunications et postes en sigle RTP, les REDOC de la ville, les directeurs de la DGM et d'autres services en vue d'examiner les voies et moyens de mettre fin à ces phénomènes avec la collaboration de tous à tous les niveaux pour la sécurité des Quinoises et Quinois. Cette réforme électorale qui suscite beaucoup de sensibilité politique alors que l'Université de Liège ainsi que les 13 personnalités politiques voulaient engager la classe politique dans des réformes électorales, le FCC en propose une autre. 2023, présidentielle au suffrage universel indirect. Pour l'instant, l'idée est beaucoup soutenue au sein de la plateforme de Joseph Kabila. Ici, on y vante le coût électoral qui sera réduit et le fait que ça nous épargnerait les contestations post-électorales. Pourtant, la présidentielle au suffrage universel indirect présente d'énormes désavantages dans le contexte congolais actuel. La corruption risquerait d'être généralisée, comme lors des gouverneurales et sénatoriales de 2019. Chaque candidat président de la République se verrait dans l'obligation de corrompre les députés et sénateurs pour se faire élire président de la République. Ça serait une corruption à grande échelle, mieux une aristocratie où les riches pousseront les députés et les sénateurs à donner leur voix. Ce serait une corruption à grande échelle, mieux une aristocratie où les riches pousseront les parlementaires à donner leur voix en échange des millions de dollars. Du coup, le pouvoir du président de la République se verra réduit, le chef de l'État deviendra redevable aux parlementaires, de qui émanera son pouvoir plutôt qu'au peuple. Bref, il sera comme le gouverneur, un véritable garçon de course de parlementaires. Son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions lui sera régné vis-à-vis du Parlement parce qu'il aura perdu le contrôle de celui-ci. Aussi, sa légitimité sera douteuse face au peuple qui voudront le voir agir en toute neutralité, c'est-à-dire que la présidentielle au suffrage universel indirect engagerait le pays dans des antivaleurs pénalement condamnables. Ce schéma est donc suicidaire pour la stabilité politique en RDC. Irachan, le phénomène kidnapping à Kinshasa, de plus belle, on le vit, on a vu des images, des sons, mais vous êtes de Bunia. Est-ce que ce phénomène existe déjà à Bunia?
Bon, chez nous, ça a toujours existé. Hein. Ça a toujours existé. Et on a signalé des cas de mort. Chez nous, c'était même des personnes qui mouraient, qu'on retrouvait comme ça, parce qu'on n'a pas envoyé l'argent comme il faut. Et voilà. Donc, ça date déjà vers Bunia, ça date. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Donc, mais à Kinshasa, c'est vraiment... ça refait surface, parce qu'à un moment, c'était ça aussi. Mais cette fois-ci, comme vous le dites si bien, avec la déliquescence de l'État, on sent vraiment que ces gens reprennent du poids de la bête. Hein. Mais évidemment, il faut s'attendre à tout. Parce que quand nous avons un pouvoir qui est en train de faillir de ses responsabilités, on aura toutes sortes de délinquances. Il faut s'attendre à ça. Parce que vous voyez, les forces de sécurité n'auront plus les moyens de pouvoir assurer la sécurité des citoyens. Donc, ils vont commencer à s'affaiblir. Il n'y aura pas beaucoup d'équipements pour pouvoir faire des patrouilles, parce que moi, j'ai appris qu'il y a des problèmes, même des moyens au niveau des forces de sécurité. Ils ont d'ailleurs lancé une opération, on boucle le soir, on vérifie les taxis jaunes. Oui, mais est-ce que les bouclages, ce n'est pas la dernière solution? Donc, il y a beaucoup d'autres options. Parce que le vrai problème est que le policier lui-même, il a des responsabilités. Il a toute une famille à prendre en charge. Donc, il faut vraiment que l'État puisse se réveiller. Et à Bunia, vous avez trouvé quand même des pistes bon, souvent, oui. Comment vous faites à Bunia pour résoudre un cas de kidnapping, par exemple? Bon, souvent, les gens, ils contribuent. Hein, non, eux-mêmes se prennent en charge pour pouvoir identifier. Il y a ceux-là qui payent, mais il y a d'autres qui identifient pratiquement. Hein, ils travaillent, oui, avec des aides privées. Ils peuvent quand même identifier certaines personnes et ils transmettent la liste au niveau de l'État ou des agents de la sécurité. Parce que l'État, normalement, a tous les moyens de pouvoir identifier ces gens. Parce que quand vous voyez, normalement, quand vous êtes un État responsable, la sécurité, le ministère de l'Intérieur travaille avec les différentes antennes de communication. Donc, on sait, par exemple, quand quelqu'un appelle, quand il veut les rançons, il appelle de tel coin, tout ça, on sait identifier, on sait les localiser. On sait savoir que non, bon, c'est elle qui a appelé le nom, est-ce que c'est un numéro enregistré ou non. En fait, si l'État utilise vraiment les canaux qui sont à sa disposition, je pense qu'on peut contrecarrer, on peut contourner ces affaires de l'insécurité. Mais parfois, l'État est limité tout simplement parce qu'on ne met pas assez de moyens. Irachian, réforme électorale, le FCC a déjà soufflé. Suffrage universel indirect. Ils n'y parviendront pas. Pourquoi? Et pourtant, ils ont donné la raison, ils ont dit moins de non, c'est les gens qui parlent là. Voilà, quoi, ça se fera facilement. Les gens qui parlent là, c'est moins de 50 personnes qui voudraient prendre les pays en otage. Et nous, on ne va pas accepter ça. Vous ne voulez pas de suffrage universel indirect? Non, on ne peut pas l'accepter, c'est pas logique. C'est pourquoi ils cherchent à ce qu'on puisse élire les présidents de la République au niveau du Parlement. Non, nous on ne va pas accepter ça. Et comme on le dit toujours, nous représentons les peuples, mais nous ne les remplaçons pas. Donc au cas où nous voyons que nous ne remplaçons pas les peuples. Donc au cas où nous voyons que nous sommes dépassés, nous de l'opposition, parce que nous sommes moins de 100, nous allons faire encore appel au peuple pour bloquer, pour barrer ça. On ne peut pas accepter des bêtises, parce que pourquoi changer les élections? C'est pas question de moyens. Le problème de la RDC, c'est un problème de corruption, c'est un problème de fraude généralisée, c'est un problème de mauvaise gouvernance. Donc, ce n'est pas le problème de moyens. Comme l'a dit mon excellent confrère, le président risquerait de devenir le garçon des courses des parlementaires. On reproche ça souvent aux parlementaires des provinces qui tiennent les gouverneurs par un nœud, tout ça. Donc vraiment, quand il tape sur la table, le gouverneur donne de l'argent. On a peur que le président devienne comme ça, redevable qu'aux sénateurs ou aux grands électeurs. Bon, là, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème est que pourquoi on veut que les élections soient indirectes? Pourquoi? C'est ça la grande question. Vous avez peur? Non, on n'a pas peur. Vous avez peur qu'ils gagnent non, ou quoi? nous pensons, nous pensons tout simplement, d'abord, on a bien dit dans les reportages, on va ouvrir une porte à une grande corruption qui va régner dans les pays, parce qu'on va nous donner des millions, voilà, votez tel. Mais entre-temps, les peuples croupissent dans la misère. Est-ce que c'est logique? Je ne pense pas. Mais pourquoi ils cherchaient à ne pas passer par là? Avant, ils ont dit, non, les élections à 2 tours, ça coûte, on revient à un tour. Mais ce n'était pas l'argent, la cause. C'était parce qu'on voulait faciliter, on voulait faire des calculs politiques pour que tel passe au pouvoir sans problème. Mais maintenant, on sait que maintenant, le peuple a ouvert les yeux et que tricher, ça devient compliqué au niveau populaire. Il faut chercher maintenant à tricher avec 500 députés. Ça ne passera pas. Cette même population, nous allons l'inviter à pouvoir bloquer, à barrer la route parce qu'on sait ce qui est visé. On veut que tel groupe
politiques reviennent au pouvoir. Et ça, on ne va pas accepter. Ici, nous sommes à Congo Télévision. Nous citons les noms. Donc non, c'est le FCC. C'est le FCC qui vient revenir. Non, le FCC avec Kabila à la tête? Non, pas nécessairement Kabila. Ils vont chercher quelqu'un du FCC, de leur groupe là. Mais ils cherchent à revenir encore au pouvoir. Mais c'est leur droit, hein, Irachan. C'est leur droit. C'est leur droit au pouvoir, mais ils doivent respecter la volonté du peuple parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire. Ce n'est pas parce que c'est de leur droit. Moi, j'ai des droits et obligations au Congo. Mais pourquoi seulement on doit accepter à ce que mes droits soient respectés, mais pas mes obligations? Non. Et aussi, ils ont l'obligation de pouvoir respecter le peuple congolais. Les verdicts des urnes, on doit respecter. On a vu Fayoul avec la vérité des urnes. Voilà. Vous êtes de la Mouka. Vous comprenez toujours l'insistance de Martin Fayoulou par rapport à la vérité des urnes. Est-ce que ce n'est pas une question obsolète? Il n'est pas un peu dépassé? Ça fait déjà 2 ans, on va y aller d'ici le mois de janvier. Il est dans ses droits de réclamer. Toujours dans ses droits de réclamer. Il est dans ses droits de réclamer. S'il pense qu'on a toujours dit, si chaque Congolais se trouve lésé dans son droit, il doit protester, il doit saisir la justice. Donc c'est ça, il est en droit. La justice a déjà tranché. Bon, donc, la justice a tranché, mais peut-être que plus tard il va encore saisir la justice, on ne sait pas, parce que ça peut revenir toujours. Ce n'est pas dit que voilà, il a fini, il a clôturé. Donc il est libre de pouvoir saisir la justice encore une fois de plus. Peut-être qu'il va trouver des gens qui ont fait en sorte que le processus ne se passe pas comme il fallait, et il va les traduire en justice, parce qu'il y a des complices comme ça, il y a des associations de malfaiteurs. Ils sont là, on doit continuer à les identifier et à les mettre à justice. Nous allons à la présidence, vous le savez, hein, le porte-parole du gouvernement a réagi enfin par rapport à la sortie du président rwandais ou de l'ambassadeur rwandais. Nous avons des relations qui semblent bonnes avec le Rwanda, l'État rwandais, et donc nous devons faire la part des choses entre ce que l'État rwandais peut être à mesure de dire et ce que un ambassadeur, dit-il représentant de l'État rwandais, à la République démocratique du Congo, a pu dire de manière, dans un cadre, j'allais pas te dire privé, parce qu'il n'a pas exprimé cette position-là. Alors nous en avons un peu marre, excusez-moi l'expression, de ces saillies répétées, réitérées, et donc je comprends nos compatriotes qui n'en peuvent plus et qui pensent que nous devons prendre les mesures qu'il faut à ce sujet. Et nous disons, nous ne sommes pas des gens qui allons dans la précipitation. Nous faisons les choses, la part des choses entre la position qui pourrait être exprimée par le gouvernement rwandais et celle exprimée d'une manière, j'allais dire, cavalière par un ambassadeur ici en République démocratique. Nous attendons la réaction du gouvernement rwandais qui a déjà été saisi par les canaux diplomatiques de l'incompréhension de la population congolaise et même de l'étonnement et de l'indignation du gouvernement de la population congolaise vis-à-vis des saillies de cet ambassadeur. Et donc nous attendons que la position du gouvernement rwandais nous parvienne et même d'ici là. Et ce qui est certain aussi, c'est qu'il y aura une rencontre bilatérale entre le chef de l'État et le chef de l'État rwandais et Tshisekedi et le chef de l'État rwandais à l'occasion du mini-sommet des régions des Grands Lacs qui va avoir lieu très bientôt. Le moment est arrivé de partir et de travailler sur une stratégie conjointe pour la sortie. C'est en ces termes que s'est exprimé Leila Zerogui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. Après avoir passé en revue la situation politique et sécuritaire du pays avec le président du Sénat, la chef de la MONUSCO a confirmé que son institution est en train de partir. Elle a déjà commencé à réduire le nombre de bureaux à travers les provinces et il ne se trouve actuellement que dans 6 provinces, notamment le Kivu, le 3 Kasaï et le Tanganyika. À la chef de la MONUSCO d'ajouter que le Conseil de sécurité de l'ONU a, à travers sa résolution du décembre dernier, appelé la MONUSCO à quitter déjà la RDC. Leila a en fait appelé les acteurs politiques congolais à observer un climat politique apaisé pour la paix durable. La MONUSCO s'en va. Certains observateurs estiment qu'il revient au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités afin de relever les défis sécuritaires de la RDC. Irachan.
Vous avez suivi la réaction du porte-parole du gouvernement qui est la bouche autorisée, mais je passe un peu ça. Nous prenons vraiment l'actualité, c'est la non-tenue du sommet qui devait se tenir à Goma, permettez la tautologie. Est-ce que pour vous c'est l'échec de la diplomatie congolaise? Bon, vous savez, la tension reste permanente entre les pays des Grands Lacs. Il faut pas qu'on se voile la face. Donc c'est tout à fait normal que l'un ou l'autre pays soit lésé. Lésé en quoi? Parce que la diplomatie, c'est aussi ce qui se fait sous coulisses. Est-ce que les experts congolais n'ont pas su rassurer les Ougandais, les Rwandais, les autres pour qu'ils viennent à Goma et parler de cette région de Grand Lac? Qu'on le veuille ou pas, nous serons toujours là, d'éternité en éternité, on ne changera pas nos frontières. Bon, on est obligé de s'asseoir et de parler. La politique a ses réalités. La politique a ses réalités. Et il y a un niveau où on ne sait pas tolérer les choses. Donc, on peut bien faire semblant, on peut bien discuter, on peut bien faire effort, on est en train de rire ensemble, mais à un moment donné, ça devient compliqué et on doit s'exprimer. Donc, vous savez, la situation que nous subissons actuellement, vraiment, elle n'est pas bonne. Donc la RDC est le maillon faible de ces pays de la zone des Grands Lacs. Bon, je ne dirais pas que nous sommes... Non, je dirais pas que nous sommes faibles. Mais le vrai problème est qu'il y a des pays qui ne veulent pas que le Congo quitte son état de souffrance pour aller vers l'état où la population va se retrouver. Il y a trop d'ingérence. Comme on le dit là, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça la réalité. Donc on ne veut pas que les pays se stabilisent. Et quand le pays est en train de se stabiliser, ça fait mal au cœur parce que le pays commence à avoir certains facteurs de production, des prises de conscience qui font en sorte que les autres pays sont pénalisés, tout simplement. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de pays qui vivent du désordre que nous sommes en train de connaître dans les pays. Mais on ne va pas continuer à vivre éternellement dans les désordres, ça non. On doit retirer ça de la tête. Ouais. Et notre part de responsabilité dans ces désordres, c'est vrai que, comme on le dit souvent, Satan ne vient que... comment on dit, il n'enfonce que votre propre péché, il ne va pas au-delà. Donc, quelle est notre faiblesse par rapport? Comment nous-mêmes, nous ne parvenons pas à le problème, c'est que les gens voient toujours les pays négativement. Les gens ont tellement développé le pessimisme qu'ils ne voient plus ce qui marche dans les pays. Moi, je sais que, selon mon point de vue, ce qui se passe au Congo, ça montre que nous sommes en train de quitter un point pour aller vers un autre point plus supérieur au point A. Pourquoi je le dis? C'est normal que nous puissions connaître toutes ces secousses parce que nous cherchons à stabiliser les pouvoirs. Et on va passer par des querelles, on va passer par toutes sortes de conflits, mais à un moment donné, le pays va se stabiliser. Et moi, avec les indicateurs que j'ai, en tout cas, le pays est en voie de stabilisation. Alors, c'est sûr que la secousse que nous sommes en train de connaître va faire mal. On va avoir le désespoir à un moment donné. Mais le pays, à un moment donné, va avoir la force. Ce n'est même pas question de foi, mais c'est question d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui montrent... Les indicateurs sont déjà vers orange comme... Non, pas encore. Mais on voit qu'il y a un effort qui est fait où il y a plus de l'indépendance que nous sommes en train d'acquérir dans notre système politique. Député ça, c'est national, important. Mais originaire de l'Est, originaire de Bunia de l'Ituri, les propos de l'ambassadeur rwandais, nous y revenons. Pour vous, c'est tout à fait normal qu'ils disent cela? Non, ce n'est pas normal. D'abord, il devrait présenter ses excuses et il n'a jamais voulu présenter ses excuses. Parce que vous savez, quand vous êtes ambassadeur du Rwanda au Congo, vous connaissez les contextes dans lesquels on vous a nommé ambassadeur au Congo. Donc vous devez avoir des retenues. Parce que tout ce que vous allez dire, ça peut engager votre pays et automatiquement, ça peut enfoncer la relation diplomatique entre les deux pays. Mais nous, on doit se poser la question, pourquoi cet ambassadeur a parlé comme ça? Même si c'était une provocation, si c'était une information des massacres, pourquoi il ne pouvait pas se retenir parce qu'il sait que la situation est fragile? Et quand bien même on lui dit que ce que vous avez dit, c'est pas bon, il continue à enfoncer les clous. Notre faiblesse, vous avez dit, nous sommes dans les soubresauts de la sortie de cette crise, mais c'est notre faiblesse, vous avez le manque de l'État, notre faiblesse. Le gouvernement a réagi quelques jours plus tard, donc voilà. Mais sachez que nous venons de loin, parce qu'il y a des gens qui voient l'étape actuelle, mais nous venons de loin. Quand vous voyez l'époque coloniale, d'abord l'État indépendant du Congo, l'époque coloniale, Mobutu, Laurent Désiré, Joseph Kabila, et maintenant Félix.
on vient de loin. Et vous verrez que maintenant, le pays est en train d'acquérir son indépendance politique. Et quand on va acquérir l'indépendance politique, c'est alors que nous allons passer maintenant à l'indépendance économique. C'est vrai que nous allons souffrir. Il faut que les Congolais se préparent à la souffrance. Mais on finira par retrouver notre bonheur, c'est sûr. La MONUSCO, enfin. La MONUSCO nous a beaucoup aidés. Vous êtes pour son départ? Moi, je suis pour le départ de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO a fait... Non, mais qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'on est en train de tuer les gens? Qu'est-ce que la MONUSCO fait? Non. C'est là où on ne sait plus comprendre ces fameux chapitres 7 ou combien, ou la mission des Nations Unies, la protection des civils. Mais on se dit, mais c'est quoi cette protection des civils? Il n'y a que des civils qui sont en train de mourir durant tous ces temps. Mais on n'a jamais vu la main de la MONUSCO pour nous protéger. Bon, j'ai appris que la MONUSCO dit, voilà, c'est vos affaires, voilà, internes. Mais ce qui est vrai, c'est comme dans une famille, les gens peuvent avoir des mésententes, ils peuvent se battre, mais à un moment donné, ils vont trouver une solution. Et donc la présence, rien qu'à voir les bilans des Nations Unies au Congo, en RDC, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont changé? C'est vrai qu'ils nous ont appuyés politiquement, mais le résultat est qu'aujourd'hui, on a toujours des groupes armés qui sont là, il y a toujours des massacres, il y a toujours des tueries. Donc moi, je pense qu'ils se retirent, il n'y a pas de problème, on va trouver solution à nos problèmes. Ça, moi, je respecte beaucoup les Nations Unies, mais je pense aussi qu'à un moment donné, comme Africains, comme Congolais, nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Voilà, nous allons aller vers la commune de la Gombe, nous revenons ici, vous le savez, ce quiproquo qu'il y a eu avec la convocation de Martin Fayoulou jusqu'à la dernière minute, nous avons suivi cela et le démenti est tombé un jour avant qu'il aille au parquet. Pourquoi cela? Nous allons en parler avec Ira Chan qui est aussi membre de la MUCA. Il va nous en parler et évidemment la marche du mouvement citoyen Mwanamboka, vous le savez, c'est une expression de la liberté d'expression que nous avons en République démocratique du Congo. Le mouvement citoyen Mwanamboka l'a expérimenté. Divers documents ont circulé sur la toile mettant en exergue la convocation de Martin Fayoulou et Théodore Ngoï à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. En effet, ces dossiers présentent plusieurs incohérences. Il y a eu par exemple la copie de la plainte portée par le cabinet Mazou et associé au nom et pour le compte du parti Mouvement de Congolais Unis concernant plusieurs griefs, dont outrage au chef de l'État, tentative du renversement du régime constitutionnel, incitation à la haine et à la guerre civile et imputation dommageable. Il y a eu aussi les agents du parquet qui ont été reçus par Théodore Ngoï, munis des deux invitations, dont une destinée à Martin Fayoulou. Le parquet général, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, dément avoir convoqué ces deux candidats malheureux à la présidentielle de 2018. En croire le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Silvano Kasongo, le document n'était pas authentique et ces deux personnalités n'étaient pas convoquées au parquet. Martin Fayoulou a attesté selon une certaine source qu'il n'avait pas été personnellement notifié et il aurait vu ça seulement à travers les réseaux sociaux. Par contre, Théodore Ngoï avait déclaré avoir reçu la dite invitation. Pour rappel, Théodore Ngoï et Martin Fayoulou, tous deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2018, affirment haut et fort que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait violé la Constitution lors de la nomination des juges de la Cour constitutionnelle et devrait être destitué pour haute trahison. Allégation que refutent certains politiques au sein de la famille politique du chef de l'État. Partons de la station Cohydro jusqu'au boulevard Triomphal, passons par le boulevard Sendoué. Cette marche voulue pacifique a pris une autre tournure à son point de chute devant l'immeuble de la territoriale de Kinshasa. Ici, les éléments de la police ont usé des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Déterminés à faire entendre leur voix, ces activistes exigent. Loyer sera payé en francs congolais. La garantie locative doit être de 3 mois pour les maisons résidentielles et 6 mois pour les maisons commerciales. Malheureusement, pour la ministre a salué les sentiments. La population réclame pour qu'il y ait l'applicabilité de la loi. On nous torture de cette façon. Est-ce que vous avez vu comment ils maltraitent les autres? Parce qu'ils ont voulu passer à la négociation et que nous avons refusé de cette négociation. Ils ont voulu nous freindre. Nous en avons marre de ce pays.
il y aura l'applicabilité de la loi ou rien. Ainsi, ces militants dénoncent l'arrestation du coordonnateur du mouvement citoyen Mwanamboka, Delorme Pochi, ainsi que leurs camarades par la police. Ils exigent la libération immédiate de ces derniers. Le peuple d'abord, ce n'est pas un discours dans la bouche, c'est plutôt les actes. Ça, c'est une gaz lacrymogène, c'est très chaud. Regardez comment c'est en train de faire. On a tiré sur nous des balles réelles devant le ministère de l'Intérieur parce que nous disons non à Tchous Mwabilou. Tchous Mwabilou doit partir, il est incompétent et il envoie de maîtres volontaires du PPRD pour nous agresser. On a même refusé, on a arrêté quelques-uns de nous, dès lors même pas aux arrêts. Il y a beaucoup d'autres, on les maltraite, on les tabasse. On a même tiré à deux reprises 2 activistes dans le yeux. Ils sont blessés, Trésor Moulopo et Joël. Libération de Bango immédiate. Rappelons que parmi les objectifs du mouvement citoyen Mwanamboka, l'intérêt de la population est parmi les éléments prioritaires. Irachan, la population marche pacifiquement, la population veut déposer un mémo et voilà la réaction de la police. Disproportionnée ou c'est tout à fait normal de protéger le ministère de l'Intérieur? Bon, ce n'est pas normal. D'abord, je commence à condamner et à encourager ces mouvements citoyens Mwanamboka, j'allais dire Banamboka, de pouvoir aller de l'avant et de ne pas se décourager. Parce que c'est ça l'activisme politique. Et si tous les peuples congolais pouvaient suivre cet exemple, c'est bien. On est en droit de réclamer. Moi, je parlais de l'Itourie à un moment donné, je disais dans mes rapports, quand une population ou un groupe ethnique ou un groupe de gens veulent passer un message, veulent revendiquer, il faut que l'autorité donne des réponses. Parce que quand vous ne donnez pas de réponses, automatiquement vous créez une frustration qui fera en sorte que le pays ne marchera pas ou le développement sera bloqué. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Au lieu qu'on puisse étudier des solutions à donner à des problèmes, on préfère plutôt chasser cette population et développer des antipathies avec elle. Et pourtant, c'est cette population qui a le pouvoir, c'est elle qui contribue. Donc, moi, ces jours-là, j'étais même avec ces militants. Moi, j'ai trouvé nécessaire, c'était important qu'ils réclament que le paiement soit franc congolais. Ils ont tout à fait raison. C'est notre monnaie. Et la loi parle de 3 mois de garantie. Mais pourquoi on est en train d'exiger 6 mois, 9 mois avec cette histoire d'1 mois pour les commissionnaires? C'est quoi ça? Moi, je vis dans une maison où je paye $1000 par mois. Mais vous voyez, juste c'est la fin du mois où on vous exige de payer et on vous dit paye ça à $. Mais à un moment donné, mais on est au Congo, on est dans quel pays? Et quand il y a eu tout ce que vous avez connu avec les dollars, tout ce que nous avons connu avec les dollars, il commence aussi à hésiter, il fuit aussi les dollars. Bon, donc il voit toujours là où il y a son avantage. Moi, je pense que l'État devrait être responsable. Et ce qui est mal dans ces pays, avec la coalition, on est en train de se piéger, ce qui n'est pas bien. Comme c'est une coalition, il y a un groupe qui veut faire échouer l'autre. On piège les gens. Vous trouverez, par exemple, là, on a lancé les gaz lacrymogènes. Vous trouverez que parfois, ce n'est même pas l'ordre du ministre. Ou ce n'est pas l'ordre du commandant de la police, mais il y a des gens, l'ordre vient de quelque part, faites ça, comme ça salit l'image des ministres. Tout ça, ça existe. Donc, je pense qu'à un moment donné, on doit cesser à ces jets-là et on doit savoir travailler en collaboration pour penser à cette population qui est en train de souffrir. Démenti par le parquet, la convocation de Fayulu et de Théodore Ngoy, est-ce que cela ne salit-il pas l'image, de notre propre justice? Bon, la justice est en train de faire une erreur grave. Pourquoi je l'ai dit? Il faut se méfier de la politique. Hein? Quand vous savez qu'il y a des politiciens qui veulent utiliser la justice, on en arrive là. Donc, les juristes devraient s'arrêter à utiliser les droits dans l'exercice de leurs fonctions. Mais quand vous commencez à passer par des injonctions, à respecter des injonctions politiques, je ne dis pas que c'est le cas, mais si vous vous laissez entraîner par les politiciens, attention, on a vu ce qui s'est passé avec les Covid-19 ici au Congo, où les techniciens ont été emballés par des politiciens et on connaît les résultats. Parce que les politiciens, il est trop dangereux, il a ses intérêts. D'abord ses intérêts. Ses intérêts d'abord. Donc, si vous utilisez la justice et vous commencez à glisser sur les terrains politiques, automatiquement les politiciens ils vous récupèrent pour ces intérêts et vous allez vous retrouver nulle part avec les droits, mais c'est plutôt les politiciens qui gagnent. Parce que comme je l'ai dit, là où la politique entre par la porte, les droits s'enfuient par la fenêtre. Ça veut dire que l'influence politique est toujours plus forte que les droits. Et là où on a vraiment honte et qu'on ne sait pas respecter les textes légaux.
Il faut respecter les textes. Et même si vous allez utiliser les textes avec des jurisprudences, il faut être prudent. Parce que le peuple qui est là a beaucoup d'experts, a des intellectuels. Le peuple comprend. Parce que cette loi, elle est faite pour le peuple. Et il y a beaucoup d'experts en dehors du pouvoir qui vous observent et qui vont donner la part de vérité de tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre, on a lancé des mandats. On sait que, bon, voilà... On nous a d'ailleurs taclé, nous les journalistes, c'est nous qui relayons ces faux documents, c'était des fakes. Et pourtant, pendant 3-4 jours, ces documents étaient sur la toile et personne n'a démenti. Mais on ne sait pas. Moi, malheureusement, je n'ai pas parlé avec Fayoul, mais j'aurais voulu qui a déposé ces documents auprès de Fayoul et Théodore. Parce que normalement, les parquets amènent les documents et il y a quelqu'un qui consigne, qui accuse réception. Il y a le huissier de justice. Signe. Mais est-ce que ça a été le cas? Il fallait qu'on sache. Donc, si vous remontez les formations, vous allez trouver la vérité. Mais vous allez voir, on ne va même pas chercher à remonter les formations parce qu'on sait que maintenant, c'est un scandale. Donc, je pense qu'on doit quand même être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes dans la politique et qu'on doit laisser la justice faire carrément son travail là et qu'on doit respecter aussi les politiciens dans leur travail. Parce qu'ici, les politiciens ne respectent pas l'administration ne respecte pas les juristes ne respectent pas les politiciens. Bon, voilà, il y a un méli-mélo, un désordre parce que chacun cherche ses intérêts. J'ai lu sur la toile chez Tata Longibia, j'ai lu que la justice, on veut une justice indépendante, mais aujourd'hui on a l'impression que la justice a simplement changé de dépendance. Est-ce que pour vous, député national de Bunia de l'Ituri, est-ce que notre justice est-elle réellement indépendante aujourd'hui? Bon, il faut avoir d'abord la confiance à la justice, mais ce qui est vrai, la justice est d'abord indépendante, mais il y a toujours la main de la politique dans la justice. Et c'est ce que nous sommes en train de condamner. Donc si la main de la politique n'était pas dans la justice, on aurait une justice qui est parfaite. Tous ces gens qui sont nommés, qui sont dans la justice, ce sont des bons cadres qui ont maîtrisé la justice. Mais c'est parce qu'ils subissent des injonctions. Et c'est alors qu'on connaît des problèmes. Donc moi je pense qu'on devrait laisser les juristes travailler sans pouvoir s'interférer dans leur pouvoir. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, même si la politique peut s'interférer, mais ce n'est pas de cette façon-là. Chez nous, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Il faut quand même voir les contextes et l'environnement. Mais chez nous, ce qui se passe, ça ne nous respecte pas, ça ne nous honore pas vraiment. Nous allons parler un peu économie, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu de la Banque congolaise avec cette guerre entre la Banque nationale et la société My Gold Rêve. Nous avons suivi les communiqués. La Banque congolaise veut la fermeture de cette agence My Gold Rêve et évidemment les enquêtes des inspecteurs généraux de finances sur le GOPAS et les projets Bukangalonzo. Dans cette entreprise bancaire, l'ouverture d'un compte est conditionnée par une adhésion. Au regard des 3 contrats, qui les lie notamment 80 jours pour les clients qui versent $10 et $100, 90 jours pour les clients qui versent 10 000 et 100 000 $ et un 3e contrat de 100 jours pour plus de 100 000 $. L'adhésion doit aussi verser en amont une somme d'argent non remboursable à hauteur de 15% de son capital. En croire la BCC, cette société recourt aux techniques de la collecte de l'escroquerie de masse. La BCC note que les opérations effectuées par My Gold Rêve sont porteurs de plusieurs risques. Il y a entre autres les risques opérationnels pour manque d'organisation interne efficiente et d'absence des protections réglementaires pour couvrir les pertes en cas de défaut ou de cessation d'activité. Le risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, les risques financiers liés à l'extrême, des bitcoins et autres risques de cyberattaques et des vols de cette monnaie virtuelle. Notons que cette société existe déjà à Kinshasa depuis moins d'1 année. L'inspection générale des finances lance enfin 2 grandes missions d'enquête pour éclairer l'opinion sur la gestion des fonds perçus par la régie des voies aériennes RVA sur les GOPAS et les millions de dollars américains gaspillés dans le projet Bukangalonzo sous l'ère de l'ex-premier ministre Matata Mponyo. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga, répondant déjà à cette question, avait quant à lui affirmé que le GOPAS avait généré un total de 138 millions de dollars américains de 2014 à 2019.
D'après ce dernier, la RVA loge ses recettes à la Robanque, la BIAC ainsi qu'à la DGDA par le guichet unique dans les entités de la RVA. À Bukangalonzo, le projet par lequel l'État congolais a investi 92 millions de dollars américains est aux arrêts jusqu'à ce jour, à en croire une certaine source. Signalons également que lors de sa dernière visite officielle sur le site, le 19 août dernier, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba avait peiné de comprendre ce qui a justifié ce pareil gaspillage des deniers publics. Rappelons par ailleurs que ce projet a été lancé officiellement le 15 juillet 2014 par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, en vue de stimuler la production alimentaire en RDC. Accusé à tort ou à raison sur cette question, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo avait lui aussi saisi il y a quelques jours l'inspection générale des finances pour qu'une enquête soit diligentée en vue de dégager les responsabilités. À en croire les enquêteurs, les Congolais seront bientôt édifiés sur l'argent prélevé au titre des GOPAS dans leurs aéroports et les responsables de la débâcle scandaleuse de Bukangalonzo répondront devant la justice. Irachan, nous avons suivi l'enquête de l'IGF. Maintenant, c'est pour les GOPAS, le projet Bukangalonzo, un projet qui a coûté plus ou moins 92 millions de dollars. Mais vous êtes sur une terre vraiment fertile, Bunia, je sais que c'est une terre fertile. Est-ce que vous ne pensez pas vraiment, entre vous, les lobbies et tout ça, même les hommes d'affaires de Bunia, je mets l'accent, de créer un genre de parc comme ça chez vous? Pourquoi pas pour nourrir? C'est vraiment une terre arabe, je connais Bunia. Pourquoi des projets comme ça, pas chez vous là-bas, Bunia? Il y a toujours des préalables. Quand vous voulez faire des projets pareils, moi je suis ingénieur agronome, spécialiste en zootechnie. Il y a toujours des préalables. Les premiers facteurs, si vous voulez faire des investissements comme ça, c'est la sécurité d'abord. Tant qu'il n'y a pas la sécurité, vous ne pouvez jamais entreprendre un projet comme Bukangalonzo. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, il faut voir tous les facteurs environnementaux. Par les conditions climatiques. Mais tout est favorable, à part l'insécurité à Bunia, tout est vraiment bon pour faire un parc. Si, mais maintenant il faut voir aussi la gestion politique des choses. Donc, beaucoup de paramètres, parce que vous voyez, l'ancien président Joseph Kabila, il a envoyé beaucoup de tracteurs, même en Ituri, il l'a fait partout dans les pays. Mais quels sont devenus tous ces tracteurs-là? Aujourd'hui, ça reste là, ça ne travaille plus, c'est tombé en panne, on n'a rien fait avec ça. Il y a eu beaucoup de projets même dans le secteur zootechnique, donc dans le secteur des animaux, mais rien ne marche. Donc quand vous avez déjà un chaos au niveau politique, au sommet de l'État, figurez-vous que tout ce qui peut se passer en bas, ça ne marchera pas. Comme on dit là, les poissons commencent à pourrir par la tête. Donc nous avons un problème de gouvernance dans les pays. Et tant que cette mauvaise gestion existe, cette mauvaise gouvernance existe, vous pouvez entamer des projets, ça ne marchera pas. Pour vous, Bukangalonzo, c'était un éléphant blanc, une arnaque du gouvernement passé pour sortir de l'argent? D'abord, arnaque, je le dirais, parce que selon les rapports que j'ai eus, on n'a pas respecté les conditions. Est-ce qu'il y a eu l'étude vraiment du terrain? Faisabilité du terrain, le ne sol pense pas. était parce que adéquat. moi j'ai appris que ces sols-là n'étaient pas un sol qui était réceptif aux graminées, donc le maïs, les riz. J'ai appris ça, parce que normalement, tout sol qui est acide, ce n'est pas un sol préalable pour l'agriculture. Et quand vous voyez par exemple, bon, je ne vais pas entrer en technique, mais il y a des études qui devraient être menées, mais ces études n'ont pas été menées, et beaucoup de gens pensent que ces terrains-là ne convenaient pas pour l'agriculture. Ça, c'est d'un. Mais de deux, il y a eu beaucoup de trafic d'influence pour la gestion de ces projets. Il n'y a pas eu appel d'offres, par exemple. Donc, on s'attend avec une société, comme on le dit là, contrat gré à gré, et on amène cette société-là. Il n'y a pas eu appel d'offres, par exemple, pour acheter les machines. Quelqu'un s'improvise, il va acheter des machines et il va livrer. On ne sait pas, il a bouffé combien de commissions. Donc, la gestion de ces projets était obscure, n'était pas dans la transparence. Il y a des gens qui disent que la société sud-africaine qui était là n'a reçu que 5 millions de dollars. Donc, il y a eu des problèmes. Déjà au départ du projet, il y a eu des problèmes. Est-ce que vraiment on est arrivé à 90 millions? Est-ce qu'on est arrivé à 200 millions? On ne le sait pas. Donc, c'est bien
que l'inspection générale des finances fasse l'enquête et qu'on sache plus les résultats. Matata qui demande à est-ce que c'est pas une fuite en avant de Matata? Bon, c'est une bonne chose. Il demande à ce que... Non, il ne veut pas se dédouaner. Il demande que l'inspection fasse l'enquête. C'est bien que l'inspection fasse l'enquête. Mais s'il est incriminé, s'il est... Mais l'enquête là ne doit pas seulement... L'enquête ne doit pas se limiter à l'inspection générale des finances. Parce que ça, c'est un organe financier, je dirais, c'est une institution financière. Mais attention, il faut que l'inspection d'agriculture, l'inspection d'élevage aussi puisse aller sur place. Parce qu'on doit voir aussi l'expertise technique. Même si on a mis l'argent, mais est-ce que les terrains étaient pour l'agriculture? On doit voir aussi. On doit tout vérifier. On doit tout vérifier. Donc, il faut que les ministères, que les gouvernements, à travers... recrute même des experts pour pouvoir analyser. Mais il y a eu un rapport qui a été fait. Je ne sais même pas pourquoi on veut que l'inspection des finances revienne sur ces dossiers ou soit d'autres ministères. Mais il y a un rapport qui a été fait. Certaines personnes, selon vous, je pense, parce qu'il y a un audit qui a été fait. Et le rapport de cet audit est disponible. Pourquoi on ne peut pas d'abord suivre ces rapports d'audit avant de pouvoir demander à l'inspection? Et moi, je me demande, mais pourquoi on revient à tout moment maintenant sur ces scandales de Bukangalonzo? Moi, je ne comprends pas. Oui, apparemment, on cherche quelqu'un. Ouais. Bon, peut-être on veut fouiner dans le passé, oui. Mais alors, qu'on retrouve ces rapports d'enquête qui existent, qui a été fait d'ailleurs par une grande organisation internationale, apparemment, qui a été invitée pour le faire. Et c'était, je pense, sur appel de l'ancien président Joseph Kabila. Donc, ces résultats, il faut exister. Et pour le GOPAS, vous pensez, parce que beaucoup de gens disent... Non, les GOPAS, c'est l'arnaque. Puisque nous payons, ça fait des années, des années. Moi, je me suis toujours dit, il y a les GOPAS, il y a FONER, ça c'est voler l'argent du contribuable congolais. Je ne sais pas pourquoi on a signé, le Parlement à l'époque a voté, l'Assemblée a voté ça. Non, mais ça, c'est arnaqué, parce qu'il y a des taxes là qui sont des taxes doubles, qui sont payées, taxes FONER. Ce sont les vignettes pratiquement des véhicules. Pourquoi on doit payer doublement la population? Même GOPAS, il y a beaucoup de taxes dans l'aviation civile qui existent. Mais GOPAS qui a son guichet unique et l'argent n'a jamais la destination. Donc il y a beaucoup de choses qu'on devrait revoir. Le vrai problème, madame, c'est quoi? Il faut qu'on puisse laisser l'Assemblée nationale travailler. Tant que l'Assemblée nationale est prise en otage, tous ces systèmes ne fonctionnera pas. Et vous avez appris pour taxes sur les téléphones? Ça, c'est encore... moi, personnellement, je ne vais pas voter ça. Ça, c'est encore du vol. On va en parler. Oui, on ne doit même pas encourager des choses comme ça. Pourquoi? Pour identifier les détenteurs de téléphone, il faut payer. Mais il y a eu un enregistrement avec ces services de télécommunication. Tout le monde est identifié. Mais pourquoi on veut encore réidentifier les gens? Non. À un moment donné, nous devons être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que les pays ne marchent pas. Donc moi, je pense que si on remet l'ordre dans l'Assemblée nationale, vous allez voir que tout cela va prendre fin. À la société My God Rêve, ces sociétés qui... Encore de l'arnaque. Vous savez, vous ne pouvez jamais... Il y a beaucoup de Congolais qui se... Non, chez moi, il y avait un truc comme ça. Ils sont passés 2 ou 3 sociétés. Oui. Mais on disait à la population, attention, on va vous voler l'argent. Parce qu'on ne peut jamais avoir au monde une entreprise qui vous facilite les gains de l'argent. Non, pour gagner de l'argent, il faut souffrir. Quand on vous dit que non, après un mois, $100 devient $1000, $100 devient 10 000, c'est faux. Sinon, nous tous, nous n'allons plus travailler, nous allons partir là-bas. Ça n'existe pas. Donc, je pense que j'encourage la Banque centrale du Congo à pouvoir s'investir et à bloquer. 2 minutes, vraiment une petite question, parce que c'est la rentrée parlementaire, j'aimerais bien, puisque nous avons ouï dire, Irachane, qu'on va remettre le dossier, comment ça s'appelait encore, Minakou Sakata sur la table, que vous allez reparler de cela. Non, nous avons déjà dit non. Nous, de l'opposition, nous disons non. Mais si on veut remettre ces dossiers, nous allons rappeler la population. Et la population doit bloquer la route. Non, c'est ça, c'est évident. Donc nous ne remplaçons pas la population. Le dossier Ronsard Malonda est déjà clos pour l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas clos. Donc ça veut dire que pour nous, on n'aime pas, on veut qu'il y ait quand même de la légalité. Il faut que les confessions religieuses puissent s'arranger avec la société civile pour pouvoir transmettre les PV avec 13 noms, pas un seul nom. Donc il y a société civile, mais pour que ces noms parviennent à l'Assemblée nationale, ça doit être au nombre de 13 selon la loi électorale. La loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ils doivent être 13, pas seulement Ronsard Malonda. Ça, on ne va pas accepter parce que c'est une violation. Et on doit surtout faire des réformes. Nous devons avoir les rapports de la CENI, des élections. Nous devons analyser ces rapports. Nous devons apporter nos amendements et faire la réforme. Sans cela, ça ne passe pas. Donc nous allons refuser. Si ça nous bloque, nous allons encore faire appel à la rue.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Mais il y a un internaute qui m'a soufflé cette question à l'élu de Bunia. À l'époque, quand il y avait des massacres, quand il y avait mort d'hommes, tout le monde disait c'est la faute de Kabila. C'est Kabila qui laisse faire, c'est Kabila qui est responsable, c'est Kabila qui est vraiment le maître d'œuvre dans le massacre de l'Est. Bon, l'élu de Bunia, dites-moi aujourd'hui, qui est responsable? Le gouvernement congolais. Je dirais l'État congolais. Et vous savez qui est l'État congolais? C'est qui l'État congolais? Le président, c'est le garant de toutes les institutions. Merci. Donc, je voulais avoir cette précision. En tout cas, c'est l'État congolais qui doit assumer ses responsabilités. Et c'est là où j'interpelle même le président Félix Tshisekedi, qui sache que si jamais les gens meurent, plus tard, ce n'est pas d'autres personnes qu'on va poursuivre, c'est lui. Donc il doit prendre ses responsabilités pour que ça ne continue pas comme ça. Si ça s'est passé à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, qu'il soit conséquent aussi. Donc c'est ça la responsabilité de l'État. On ne voit pas seulement des roses, mais il y a aussi les épines qui sont là. Merci à... Votre nom est assez long, mais je vais le dire, à Gracien de Saint-Nicolas Irachan. Merci à vous d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment de temps en temps recevoir aussi les députés de l'intérieur, parce que Kinshasa n'est pas le Congo. Vous de Bunia, aujourd'hui j'ai reçu de l'Ituri, Congo central, Sankourou, ailleurs. Passez en tout cas, parler avec nous de la réalité de notre pays, parce que nous avons 26 provinces, 450 tribus, donc 450 égale 1. Passez et parlez de nous. Et merci à celle qui m'a habillé ce dimanche, Yvette Tolo depuis Dakar. Merci à l'équipe technique. Moïse Gigandou, je sais, je dois arrêter. Merci à Guilou Koki. Gloire, merci à toi, Gloire. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.